Commémoration d'Aimé Césaire, que reste-t-il de la relation anti-Afrique? C'est notre question de la semaine. L'écrivain et homme politique martiniquais était engagé contre la colonisation. 10 ans après sa mort, il est très peu célébré sur le continent. Nous avons recueilli vos réactions. Ce sera juste après l'actualité. Au Sénégal, la classe politique en ébullition. Le projet de loi controversé sur les parrainages vient d'être adopté à l'Assemblée. Le vote a été boycotté par l'opposition, dont plusieurs figures ont été arrêtées dans des manifestations. Le marché congolais à l'assaut des Émirats arabes unis. Les échanges Kinshasa-Dubaï se multiplient. Importation de marchandises, tourisme, les liens se renforcent. En Libye, le spectre de la disparition du maréchal Haftar. L'homme fort à l'est du pays est toujours hospitalisé à Paris. Son numéro 2 a échappé à un attentat à la voiture piégée à Benghazi. La bataille de succession est-elle engagée? Décryptage dans ce journal. Grosse journée de tension à Dakar ce jeudi. Le projet de loi sur les parrainages a mis le feu dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise. Des dizaines d'opposants politiques arrêtés. La contestation soutenue par la société civile. Ce soir, à l'heure où je vous parle, le projet a été adopté. Margot Chevance, Tchèque Bertin, Darekaling Lopi. Les esprits s'échauffent et les députés sénégalais en viennent même aux mains en pleine Assemblée nationale. En cause, l'examen d'un projet de loi. L'exécutif veut imposer à tous les candidats à la présidentielle de recueillir le parrainage d'1% du corps électoral. Une proposition rejetée par l'opposition. Macky Sall a utilisé l'instrument judiciaire pour écarter 2 candidats à l'élection présidentielle, à savoir Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall. Pour le reste, sur qui, pour qui, contre qui, il n'a pas de dossier. Il veut utiliser cet instrument politique pour les écarter. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 24 février 2019. La loi sur le parrainage prévoit le recueil par les candidats des signatures de 65 000 citoyens domiciliés dans au moins 7 régions. L'opposition, des associations et d'autres acteurs de la société civile avaient appelé à manifester ce jeudi. Des policiers sont postés à tous les abords. Impossible de s'approcher de l'Assemblée. Dans l'hémicycle, la tension est montée d'un cran. On nous empêche de débattre. C'est quelque chose d'inacceptable. Nous ne pouvons pas être complices d'une telle forfaiture. C'est pourquoi nous avons quitté la salle. La loi sur le parrainage a été votée sans l'opposition. Les députés de la majorité présidentielle restent convaincus par le bien fondé de cette loi. Ça évite les candidatures fantaisistes, ça permet de traiter de manière égalitaire les candidatures issues de la société civile ou en tout cas des candidats indépendants ou des candidatures portées par les partis politiques. La majorité le martèle, la loi sur le parrainage vise à faire progresser la démocratie. Et déjà, ses opposants promettent à nouveau de se faire entendre. En bref, aux Comores, le pays n'a plus de conseil constitutionnel. Le président Azali Assoumani a décidé de le supprimer par voie de décret. Le conseil était composé de 3 membres qui contestent cette décision. Ils en appellent à l'Union européenne et à l'Union africaine. L'inquiétude s'empare de Bangui, la capitale centrafricaine. La psychose gagne les habitants. Depuis 72 heures, au nord du pays, à Kagabandoro, des ex-Séléka sont rassemblés en conclave. Une situation qui ravive de mauvais souvenirs. Ces groupes armés ont participé aux combats qui ont plongé le pays dans la crise. En 2013, ils avaient quitté le nord pour mener une offensive sur Bangui. Mais pour le député de Kagabandoro, la situation est cette fois-ci différente. Il me semble depuis hier qu'il y a un retour à un certain calme, pour la simple raison que ces rebelles qui avaient entre autres pour ambition de descendre sur Bangui, on a l'impression qu'ils ne s'entendent pas entre eux. La population est restée sereine, surtout elle n'a pas cherché à se mêler à ces aventures, et je voudrais aussi souligner qu'il n'y a pas eu d'exaction sur la population civile. Et de son côté, la mission de l'ONU en Centrafrique reste en observation et se dit prête à agir si la situation dégénère. Écoutez. Au cas où ces groupes essaieraient quoi que ce soit, la MINUSCA n'hésitera pas à utiliser les moyens que lui donne le Conseil de sécurité des Nations Unies, un Conseil de sécurité qui soutient de façon inconditionnelle ce que fait la MINUSCA en ce moment en Centrafrique pour la protection des populations, pour la protection des institutions. Des propos recueillis par Pacome Pabandji.
Le Mali rappelle son ambassadeur en Algérie. Il est question de la situation précaire des ressortissants maliens sur le sol algérien. Beaucoup d'entre eux seraient victimes de mauvais traitements. Les diplomates doivent rendre compte de la situation aux autorités de Bamako. En Libye, un proche du général Khalifa Haftar a échappé à un attentat à la voiture piégée. Des faits qui interviennent alors que l'état de santé de l'homme fort à l'est du pays donne lieu à des spéculations. Il est toujours hospitalisé en France. L'attentat qui s'est produit, lui, à Benghazi, visait le général Abdelrazak Al-Nadouri, numéro 2 de l'armée nationale libyenne, l'un des potentiels successeurs de Khalifa Haftar. Que faut-il y voir derrière cet attentat échoué? Ouda Ibrahim, journaliste à RFI, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, pour mieux comprendre les enjeux, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est le général Haftar? Alors le général Khalifa Haftar, c'est un responsable libyen aujourd'hui qui est commandant de l'armée libyenne. Il est rentré en Libye comme beaucoup d'opposants au régime de Kadhafi en 2011 pour participer à ce soulèvement populaire et aussi militaire. Et il a réussi depuis, surtout à partir de 2014, à s'imposer sur la scène libyenne, surtout dans l'est du pays où il dirige la moitié du pays pratiquement, y compris le croissant pétrolier. On sait que la Libye comprend les réserves pétrolières le plus grand en Afrique et donc c'est très important. Il a réussi à s'imposer aussi sur la scène internationale. Il était à Paris avec le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale pour essayer de se rapprocher, Fayez Sarraj. Donc il y a eu une rencontre, mais jusqu'à maintenant ça n'a pas marché parce que c'est très compliqué. Et aujourd'hui, quels sont les pays qui soutiennent le général Haftar? Alors plusieurs pays, d'abord l'Égypte, forcément parce que c'est les frontières en commun entre la Libye et l'Égypte. L'Égypte craint pour sa sécurité si le général Haftar n'est plus là, et aussi les Émirats arabes unis qui l'a beaucoup financé depuis 2014 au nom de la lutte et de la guerre qu'il a menée contre les islamistes extrémistes, surtout dans la ville de Benghazi, et qui continue en quelque sorte aujourd'hui dans la ville de Darna, toujours à l'est du pays. Et il y a aussi, bien sûr, plus loin, l'Arabie Saoudite, en plus de la France qui l'a soutenu depuis 2014 aussi, et qui trouve qu'il peut être quelqu'un valable pour diriger le pays dans l'avenir. Et justement, quels seront les rôles de ces pays soutiens dans cette bataille de succession? Très compliqué, à mon avis, ça complique la situation en Libye qui est déjà particulièrement complexe parce qu'il y a des volontés qui s'affrontent. Si l'Égypte et la France s'accordent aujourd'hui sur le nom de celui qui va succéder à Khalifa Haftar, je pense que les Émirats arabes unis, qui a investi des millions, qui a fait des bases militaires, qui a dépensé pour l'armée nationale libyenne, n'est pas d'accord. Elle voit un autre homme, et je pense que ça complique encore plus cette situation. Ils vont trouver une solution certainement, mais même s'il y a une solution par rapport à ces pays, à l'intérieur du pays, par rapport aux tribus, par rapport aux volontés locales, ça reste toujours compliqué. Et aujourd'hui, quel est le rapport de force dans le clan Haftar entre ses compagnons historiques et la famille? Question importante, parce que c'est là où tout ça se joue maintenant. Parce que il y a deux de ses fils qui sont des officiers dans l'armée libyenne. On sait que les Émirats arabes unis va imposer son fils Khaled, qui n'est pas du tout proche de Abdelrazak Al-Nadouri, le général qui a été visé par cet attentat. Et il y a son autre fils. Mais le problème, c'est que ses fils n'ont pas le charisme qu'il avait, lui. Et le problème en Libye aussi, le problème dans l'Est libyen, c'est que Khalifa Haftar a réussi à faire une armée, mais autour de lui, et pas autour d'une institution. Et c'est là le grand problème, parce que maintenant, on va se retrouver à l'est du pays, devant des divisions, devant des actes violents, parce que la lutte pour le pouvoir est quelque chose qui est très important pour beaucoup de personnes autour de lui. On a l'impression que chacun veut avoir ce pouvoir, et ça risque d'être vraiment très violent. Et rapidement, pour finir, le général Haftar est toujours hospitalisé. Que sait-on de son état de santé aujourd'hui? Alors, ce qu'on sait, que son état de santé ne lui permet pas dans l'avenir de revenir à sa charge, à son poste. Et on va attendre, à mon avis, on attendra le temps qu'il faut pour lui trouver un
un successeur pour éviter qu'à l'est du pays, on se retrouve à la case départ. Merci beaucoup, Ouda Ibrahim, pour votre analyse. Et sur cette question libyenne, je vous invite à consulter un article de Julien Munzer. Quel avenir pour la Libye sans le maréchal Haftar? Un article à découvrir sur notre site internet. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce dossier. Direction Kinshasa à présent. Le marché congolais s'ouvre à de nouveaux partenaires économiques et ils viennent tout droit du Moyen-Orient. Depuis quelques années, Dubaï s'est imposé comme un interlocuteur privilégié. La voie à de nouvelles opportunités pour les commerçants. Reportage de Francine Mokoko, récit d'Arek Aling Lopi. Chaussures à la mode, vêtements colorés et tablettes dernier cri. Dans son magasin à Kinshasa, Godé Toumbalifa vend des produits venus pour la plupart de Dubaï. Fini les importations depuis la Chine. Pour répondre aux demandes de sa clientèle, elle se rend maintenant toutes les 3 semaines aux Émirats Arabes Unis. Dubaï est notre destination préférée par rapport à la qualité et aussi à la demande de nos clients. Nous avons eu à essayer ailleurs, mais il y avait trop de réclamations. La commerçante ramène notamment de Dubaï des télévisions et autres appareils électroménagers. Depuis quelque temps, elle collectionne les tampons sur son passeport. Comme elle, les Congolais sont nombreux à choisir de s'envoler pour Dubaï. Dans cette agence de voyage, les demandes augmentent. Des déplacements facilités par l'obtention rapide de visa. Vous avez pratiquement 4 ou 5 jours ouvrables de traitement et vous avez votre visa électronique. Vous n'avez pas besoin de faire la queue à l'ambassade. Les gens préfèrent prendre la direction Dubaï. Là, ils vont visiter, faire leur visite touristique et passer leurs vacances avec les enfants. Et les compagnies aériennes ont compris la demande. Les premiers vols quasi directs Dubaï-Kinshasa viennent d'être inaugurés en grande pompe. Une halte sans descente de l'avion est prévue à Entebbe en Ouganda. 1000 passagers pourront être transportés chaque semaine d'après la compagnie aérienne Emirati Dubai Fly. La distance n'est plus une contrainte et avec la population, l'économie et les possibilités offertes, il y a énormément d'opportunités pour que les Congolais puissent bénéficier de nos produits. Les Émirats Arabes Unis redoublent donc d'efforts pour attirer notamment les commerçants congolais. Un défi de taille à la Chine, championne des exportations. C'est la boisson par excellence au Sénégal. Les Sénégalais raffolent du café Touba. Le café doit son nom à la ville, fief de la confrérie des Mourides. Plus qu'un café, c'est une institution dans le pays. Reportage de Margot Chevance et Tchèque Berthet. Commentaire Anaïs Renevier. C'est un rituel qu'il ne raterait pour rien au monde. Tous les matins, Mamadou vient siroter plusieurs tasses de café Touba dans cette gargote de Dakar. Une boisson très appréciée au Sénégal. Ses consommateurs en vantent les vertus spirituelles et médicinales. Il y a beaucoup de vertus là-dedans, quoi. Oui, ça soigne beaucoup de maladies. Les hypertensions, ça purifie le sang, les impuissances sexuelles, ça soigne tout. Si je ne bois pas de café Touba la journée, j'ai des maux de tête, quoi. Sur la devanture de cette cantine de café Touba, le visage de Cheikh Amadou Bamba, le fondateur de la confrérie des Mourides. C'est lui qui a importé pour la première fois cette boisson après son exil au Gabon en 1902. La boisson est devenue très populaire et permet à de nombreux jeunes d'en tirer des revenus. Avant, on s'asseyait dans la rue, on faisait rien. Au début, on a commencé le commerce de café Touba avec un petit fourneau et une théière. Et puis, le commerce a bien marché et grâce à ça, j'ai ma propre cantine aujourd'hui. Une opportunité économique également pour les grossistes qui importent des grains de Côte d'Ivoire. Ils les grillent puis ajoutent des épices, du diar et du clou de girofle qui lui donnent un goût particulier et inimitable. Le café arrive en grains. Ensuite, c'est nous qui les grillons, qui préparons le mélange et le mettons dans les sachets. On les vend à 2500 francs CFA. C'est un bon business. Parfois, j'en vends jusqu'à 600 kilos par mois. Le café Touba, véritable patrimoine national, concurrence les plus grandes marques de café dans le pays et même bien au-delà. Il s'exporte partout où la diaspora sénégalaise est présente. En Afrique du Sud, les grands moyens pour contrer la pénurie d'eau. 5 millions de mètres cubes d'eau ont été déversés dans le barrage de Misfeston. La ville du Cap est à l'agonie. En raison d'une sécheresse historique, le niveau des réserves est critique. Des mesures drastiques ont déjà été prises pour limiter la consommation d'eau. Un peu de sport avant de passer au MAG. C'est une discipline très peu pratiquée sur le continent, la natation synchronisée. Des élèves au Nigeria se sont découverts une passion, mais pas facile de se perfectionner quand les infrastructures manquent. Ils espèrent faire bouger les choses en gagnant des compétitions. Anaïs Renevier.
Pour leurs cours de sport, ces élèves n'ont pas choisi le football ou l'athlétisme comme la plupart de leurs camarades. Eux préfèrent se jeter à l'eau pour des cours de natation synchronisée, une discipline rare au Nigeria. Cela demande beaucoup de dévouement, beaucoup de travail acharné. Au Nigeria, nous n'avons pas les équipements. Nous n'avons pas suffisamment de personnes qualifiées pour s'en occuper. Cette équipe regroupe 8 filles mais aussi quelques garçons qui sont généralement sous-représentés dans ce sport. Une activité exigeante qui nécessite de longues heures de pratique. Nous pouvons nous aider les unes les autres à nous améliorer sur différents points. La nage synchronisée nécessite beaucoup de conditions physiques et de coordination. Parce que vous devez être synchro avec le reste des nageuses pour que le résultat soit vraiment beau. La discipline a été introduite en 2010 par la directrice de l'école et depuis elle gagne en popularité. L'équipe se produit aux 4 coins du pays. Beaucoup de gens pourraient dire « Oh mon Dieu, des jeunes filles prépubères dans l'eau ». Mais pour nous, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que ces enfants aient une image positive d'eux-mêmes, qu'ils aient confiance en eux. Malgré le manque d'équipement et d'entraîneurs qualifiés, cette équipe espère réaliser un jour le rêve un peu fou de représenter pour la première fois le Nigeria aux Jeux Olympiques. C'est l'heure maintenant de votre question de la semaine. Retour sur l'héritage d'Aimé Césaire en Afrique. Le 17 avril 2008, Aimé Césaire s'est éteint à l'âge de 95 ans. Chantre de la négritude, le poète et homme politique martiniquais a combattu la colonisation. 10 ans après sa mort, que reste-t-il des relations Antilles-Afrique? On vous a posé la question. Pour en parler, Mohamed Bougarsar, écrivain, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir sur les réactions des internautes, je vous propose de réécouter Aimé Césaire. Né en 1913, ce fils d'un inspecteur des impôts martiniquais fait ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris, où il se lie d'amitié avec Léopold Sédar Senghor. En 1932, il crée la revue L'Étudiant Noir, première prise de conscience. En 1939, dans le cahier d'un retour au pays natal, apparaît le concept de négritude. Nous sommes d'origine africaine et je n'ai jamais accepté le piétinement de l'Afrique. En voyant ces images, quels souvenirs vous gardez d'Aimé Césaire? Alors, comme pour beaucoup d'élèves, j'ai un souvenir d'abord scolaire d'Aimé Césaire, mais c'est un souvenir qui ne vaut peut-être pas celui que j'ai en ce moment et qui remonte au moment où je suis entré à Présence africaine pour être publié pour mon premier roman, où là, n'ai pas simplement lu, mais j'ai senti vraiment la présence d'Aimé Césaire dans les locaux. J'ai vu sa signature, c'est un peu fétichiste peut-être de parler ainsi, mais il était présent, il était dans les mémoires, celle de Madame Diop notamment. Et voilà, il était là, c'était quelqu'un qui avait été dans la maison, qui a compté pour la maison, qui a contribué à faire grandir la maison. Mais je reste d'abord un lecteur, avant tout, d'Aimé Césaire. Alors, nos internautes nous ont eux aussi fait part de leurs souvenirs d'Aimé Césaire, comme Mohamed Idoual à Bamako, au Mali. Pour lui, les Africains ont une énorme dette envers Aimé Césaire. Il se sentait africain avant d'être antillais. Qu'est-ce que l'Afrique doit à Aimé Césaire, selon vous, aujourd'hui ? Elle lui doit d'abord, comme le monde entier, d'admirables poèmes, il ne faut pas l'oublier, mais de façon plus spécifique. Il ne faut pas oublier qu'Aimé Césaire a été solidaire dans un certain nombre de grandes luttes qui ont impliqué les Africains et les peuples africains. Je pense notamment à sa solidarité indéfectible avec la Guinée. Il a, dans certains de ses poèmes, beaucoup soutenu le régime de Sékou Touré et son fameux nom de 1958. Et outre cela, il a aussi été un très grand ami, tout ça tout le monde le sait, de Léopold Sédar Senghor et a toujours considéré en effet que l'Afrique était sa terre originale et dans sa poésie aussi cela se sent, c'est-à-dire qu'on doit donc à Aimé Césaire une solidarité politique, on lui doit des combats, on lui doit aussi surtout une poésie admirable pour le continent. Il a dédié certains de ses poèmes, parmi les plus beaux, au continent africain. Et on lui doit aussi le concept de la négritude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, pour Aimé Césaire, la négritude, c'était la reconnaissance d'un certain nombre de valeurs qui étaient communes
au monde noir, comme on le disait à l'époque, selon une rhétorique qui semble aujourd'hui peut-être un peu datée. C'était la reconnaissance d'une situation historique de préjudice qui avait été infligée par la colonisation, notamment, mais aussi il y avait dans sa définition de la négritude une dimension de révolte. Il ne s'agissait pas simplement de reconnaître ou faire reconnaître que le continent africain et les mondes noirs de façon générale avaient subi des préjudices. Il s'agissait aussi de dire qu'il y avait une révolte qui était une révolte politique notamment qui devait être portée par les peuples africains pour se libérer de leurs chaînes. Alors il y a un autre hommage de Soumaïla Baby de Gundam au Mali. Pour lui, Aimé Césaire était le trait d'union qui relie les Antilles à l'Afrique. Sa mort a signé la fin de cette belle histoire de lutte commune pour les indépendances. Est-ce que la mort d'Aimé Césaire n'a pas marqué la fin d'un idéal, d'un front commun entre Antillais et Africains ? Alors, je dois dire qu'avant même sa mort, ce front commun avait commencé à se fissurer d'une certaine manière, puisqu'il me semble que après les indépendances, de façon très paradoxale, ce qui avait constitué le motif du cheminement commun d'Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor et de plusieurs autres, a commencé à être remplacé par d'autres désirs, d'autres utopies qu'avaient induites les indépendances africaines elles-mêmes. Donc, de façon très paradoxale, c'est peut-être ce pourquoi toute cette génération s'est battue à militer, qui a commencé également à pas reléguer au second plan, mais à pousser petit à petit vers l'arrière de la scène leur lutte et combat politique. Est-ce qu'on peut le déplorer? Peut-être, mais il reste que leur souvenir restera, ce qu'ils ont fait restera. Et je crois qu'il y a encore, malgré tout, quand même une relation qui subsiste. C'est simplement qu'elle est plus diffuse, moins frontale, moins unie autour d'idéaux politiques. Alors, ça fait maintenant 10 ans qu'Aimé Césaire a disparu. Il est aujourd'hui très célébré aux Antilles, très peu sur le continent. Alors Deus Mayulu en RDC estime que la non-commémoration d'Aimé Césaire est due au fait que sa pensée n'a pas été matérialisée, encore moins poursuivie par ceux qui dirigent le continent aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que je crois qu'on ne l'a pas lu, pas énormément. On ne lit plus ce qu'on peut comprendre parce que sa poésie n'est pas la plus simple qui soit, elle est assez hermétique, elle peut être assez difficile, assez exigeante. Et puis, je crois aussi que chez les dirigeants, il manque peut-être ce que beaucoup de chefs d'État de l'époque d'Aimé Césaire avaient, c'est-à-dire une certaine vision politique et une certaine vision de la culture. Voilà, des hommes qui étaient d'abord des gens extrêmement cultivés, qui avaient un rapport très fort à la littérature notamment. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même la base, voilà, de l'amitié d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor. Et aujourd'hui, si on ne le connaît plus tellement, si on ne l'a pas tellement célébré sur le continent, c'est parce que son écriture, sa poésie est de moins en moins peut-être comprise. Elle est toujours enseignée, mais comprise, ça c'est autre chose. Alors certains sont critiques quand même à l'égard de l'action d'Aimé Césaire en Afrique. Pour Mansaré Keïta, Aimé Césaire n'a jamais été un modèle, encore moins Senghor, mais plutôt Sékou Touré. C'est lui qui a ouvert la voie aux indépendances. Comment expliquer que Césaire, qui était un fervent anticolonialiste, n'opte pas pour l'indépendance en tant que député de la Martinique, et pareil pour Senghor du côté du Sénégal? Alors, c'est très paradoxal que cet internaute oppose d'une certaine manière Césaire à Sékou Touré. Je disais tout à l'heure que Césaire avait beaucoup soutenu Sékou Touré et jusqu'à la toute fin, parfois même cela a pu causer un certain nombre de discussions avec Léopold Sédar Senghor qui était sur une ligne un peu plus modérée. Mais disons que Césaire était quand même occupé en Martinique par un certain nombre de questions très brûlantes qui étaient peut-être voisines, solidaires de celles qu'il y avait sur le continent, mais qui nécessitaient aussi toute son énergie. C'est-à-dire que tous les débats autour de la départementalisation de la Martinique lui ont beaucoup coûté
physiquement, intellectuellement. À l'Assemblée nationale, il a été beaucoup chahuté, il a été exclu à une époque. Non, il n'a pas été exclu. Il a démissionné, avec fracas d'ailleurs, avec sa lettre à Maurice Thorez du Parti communiste français. C'est-à-dire que lui-même, en tant qu'homme politique, était très occupé. Il a été très critiqué en Martinique, il est vrai, mais son action reste quand même encore très, très vivace. Et je crois que sur le continent africain, s'il n'a pas laissé de traces matérielles, c'est parce que non seulement il était il n'y a pas eu de devoir de mémoire, mais il y avait aussi il avait un soutien plus intellectuel, plus idéologique qu'autre chose. Et à cette époque-là, cela pesait de son véritable grand poids. Et une dernière question pour finir. Vous, en tant que jeune Africain écrivain, qu'est-ce qu'il vous a apporté, Aimé Césaire ? Eh bien, au risque de me répéter, je dirais qu'il m'a d'abord procuré de très grandes joies littéraires. Il fait partie de mes références. Il fait partie de ces hommes dont je relis assez régulièrement l'œuvre et auquel je vais puiser quelque chose qui est de l'ordre, oui, de la puissance d'écriture, de la puissance poétique. Pour moi, c'est vraiment ça. Moi, je retiens surtout le Césaire poète, mais il est vrai qu'il est difficile de le dissocier du Césaire politique. Merci beaucoup Mbougar Sarr. Je rappelle la sortie de votre livre De Purs Hommes aux éditions Philippe Ray et Jim San. Merci beaucoup Mbougar Sarr d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Retrouvez dès demain Dominique Chimbakala pour les éditions du week-end. Je vous retrouve quant à moi dès lundi. Très belle fin de semaine sur TV5 Monde.